Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette session qui va traiter donc de la compréhension des ressorts de l'infertilité et la prédiction des chances de grossesse. C'est une session dont vous verrez que les orateurs ont des profils très différents. Et il s'agissait pour nous, quand on a construit cette session, d'essayer de faire des ponts et peut-être de montrer aussi l'intérêt à l'heure de l'intelligence artificielle de continuer la recherche fondamentale et voilà, de créer des passerelles entre les disciplines. Donc, j'aurai le plaisir de modérer cette session avec le professeur Rachel Lévy. On va commencer par l'ovocyte. Ensuite, on va parler du spermatozoïde et de l'embryon. Et puis, on terminera avec le docteur Coville, qu'on remercie sur les dispositifs, sur les dispositifs d'innovation qui permettent en effet de faire la passerelle, comme le disait Anne-Claire, entre la recherche fondamentale, la recherche clinique et l'innovation aux patients, la démarche translationnelle pour aller, en tout cas on en pourra en discuter, le plus vite de la recherche fondamentale à l'application aux patients pour le bénéfice des patients, puisque on est dans cette session. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler donc, de l'héritage maternel qui est transmis par l'ovocyte à sa descendance. Et effectivement, moi je dirige une équipe au CIRB au Collège de France. Alors comme vous le savez tous, la plupart des organismes qui se développent par la reproduction sexuée proviennent de la fusion entre deux gamètes, un ovule et un spermatozoïde. Bon, ce n'est pas à vous, j'imagine que je vais expliquer ça. Et, tous les deux transmettent leur génome haploïde, mais il y a une particularité, c'est que l'ovule est une cellule qui est très grosse et va transmettre donc son énorme cytoplasme. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement cet héritage maternel issu du cytoplasme. Cet héritage maternel va finalement progressivement se constituer lors de la croissance de l'ovocyte dans les ovaires. Et donc on va avoir accumulation d'ARN, de protéines, d'organelles. Et ça va être très important parce qu'il va être préservé lors de divisions très asymétriques en taille. Et il servira à supporter le début du développement préimplantatoire, puisqu'en fait toutes ces étapes, depuis la fin de la croissance jusqu'à après la fécondation, se font sans transcription. Donc les réserves d'origine maternelle sont très importantes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un travail qui n'est pas encore publié, on espère qu'il sera un jour, qui a été réalisé par une étudiante en thèse, Noémie Zolo, sous la supervision de Maria-Anne Monacide et moi-même. Donc, le travail de thèse de Noémie consiste à s'intéresser à la fin de la croissance ovocytaire, donc dans les stades antraux, donc quand les ovocytes vont grandir. Et donc nous, au laboratoire, on est habitué à isoler mécaniquement les ovocytes des ovaires, et donc on va uniquement s'intéresser aux ovocytes qui proviennent de follicules antraux. Et ce que Noémie avait pu observer au tout démarrage de sa thèse, c'était une accumulation locale d'ARN apposée au noyau, qui semblait être transitoire puisqu'elle disparaissait dans les stades plus tardifs, donc après, lors de la croissance, la fin de la croissance. Et donc, Noémie a essayé de caractériser cette accumulation locale d'ARN. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quelle est la composition de cette accumulation locale ? Très vite, elle s'est rendue compte que non seulement on avait une accumulation locale d'ARN, mais on avait aussi une accumulation locale de mitochondries à côté du noyau. Et de la même manière que les ARN, cette accumulation était transitoire, pas présente dans les petits oocytes et puis disparaissant ensuite. Et le fait qu'il y ait des ARN et des mitochondries dans une structure commune nous a vraiment fait penser, évoquait un corps qui est très connu dans les ovocytes, qui est le corps de Balbiani, qui a été observé chez les femmes, chez la grenouille et chez le poisson zèbre. Donc c'est un corps qui est apposé au noyau et qui est constitué de tas d'organelles, mitochondries, Golgi, réticulum endoplasmique et de ribonucléoprotéines. Mais c'est un corps qui est présent beaucoup plus tôt dans l'ovogénèse. Il est présent dans les stades primordiaux, donc beaucoup plus tôt que finalement la structure que Noémie a observée et qui a été plutôt impliquée dans la protection des ARN messagers maternels et la protection des organelles. Donc associé plutôt à la dormance. Chez la souris, l'existence du col de Balbiani est plus controversée. Donc, il y a des études faites par Alan Spradlin qui suggèrent qu'il y aurait une structure constituée d'un anneau de Golgi présente dans les ovocytes primordiaux qui ressemblerait au corps de Balbiani body.
Et puis, il y a d'autres études qui suggèrent qu'en fait, comme cette structure observée chez Alan Spradlin ne contient pas d'organelles comme les mitochondries, le réticulum endoplasmique, et n'est pas maintenu cohésif par une structure de type amyloïde, ce ne serait pas un corps de Balbiani canonique. Donc, le travail de thèse de Noémie a consisté à déterminer quelle est cette structure, observée plus tard lors de l'ovogénèse, et on l'a appelée tout de suite Zolobody, du nom de famille de Noémie. Donc, je vais vous parler du Zolobody. Donc, le Zolobody, il contient bien d'autres organelles, donc des mitochondries, comme je viens de vous le dire, mais aussi des mini-stacks de Golgi, du réticulum endoplasmique, qui, chez la souris, dans les ovocytes de souris à ce stade, a vraiment une forme très marrante de petits vers. Et donc, on a pu montrer ça aussi bien par immunofluorescence que par microscopie électronique. Et puis, au centre de ce corps, on a un espèce de trou, une zone moins dense, moins riche en organelles. Et au centre, en fait, on a un centre organisateur de microtubules, et on a pu observer d'ailleurs des microtubules dans le Zolobody. Le maintien cohésif du corps de Balbiani Body est assuré grâce à des protéines de type amyloïde. Donc, c'est des protéines qui ont des domaines de type prion, qui sont très riches en feuillets bêta et qui peuvent être reconnus grâce à un marqueur qui s'appelle la thioflavine-T. Et vous voyez ici, en fait, chez le xénope, j'arrive vraiment pas. Chez le xénope et chez le poisson zèbre, le corps de Balbiani est marqué en vert avec la thioflavine-T, donc suggérant qu'il y a des protéines de type amyloïde. Le Zolobody est aussi marqué par la thioflavine-T, comme vous le voyez ici, suggérant qu'il est maintenu aussi grâce à une matrice de type amyloïde. Alors, justement, ce Zolobody, il semble être cohésif. Noémie a réussi à l'isoler mécaniquement des ovocytes. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, donc on a le corps extrait de l'ovocyte une fois qu'il est explosé mécaniquement. Il contient des mitochondries et de l'ARN. Et donc, Noémie a ainsi pu isoler plusieurs Zolobody de nombreux ovocytes, et on a pu les soumettre à de la spectrométrie de masse pour comparer en fait sa composition dans le Zolobody isolé par rapport à l'ovocyte entier. Et ça a été fait en collaboration avec Gabriele Zaffanini et Enval Bocke au CRG à Barcelone. Et donc, on a pu identifier ainsi environ 600 protéines enrichies dans le Zolobody. Si on regarde les composants issus de cette spectrométrie de masse, on a été très surprise de voir qu'il y avait un fort enrichissement en ribosomes, comme vous le détectez ici. Et puis, bien évidemment, ce corps, je vous ai dit qu'il était constitué de nombreuses mitochondries. On a un très, très fort enrichissement en protéines mitochondriales. On a pu identifier aussi des protéines qui lient les ARN, donc des RNP, et dont certaines avaient des domaines de type prion, grâce à la spectrométrie de masse. Toutes ces RNP, elles ont été montrées par des approches génétiques être extrêmement importantes pour l'ovogénèse et conduisent souvent à des phénotypes d'infertilité féminine. Je voudrais insister sur celle-ci. C'est une hélicase, DDX3X, qui a aussi été montrée pour être importante pour la croissance folliculaire, et notamment le chaos conditionnel de DDX3X chez la souris s'arrête au stade follicule secondaire. Et ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est pour ça que j'insiste, c'est qu'elle a cette hélicase, cette ARN hélicase, donc elle a un domaine de type prion, et elle est aussi impliquée dans la traduction, et vous verrez pourquoi j'insiste sur ça. Quelles sont les propriétés du Zolobody ? Je vous ai dit qu'en son centre, on a un centre organisateur de microtubules. Et de ce centre organisateur partent des microtubules, comme on le voit ici sur ce film. Enfin, le film ne tourne pas, mais c'est pas grave. Et les microtubules, en fait, sont importants pour maintenir le Zolobody intègre, puisque si on les dépolymérise avec une drogue, le nocodazole, le Zolobody disparaît. Par contre, l'actine n'est pas importante pour maintenir cette structure cohésive. Si on dépolymérise l'actine avec une drogue, la cytocalasine D, le Zolobody reste. Et au laboratoire, on a
une lignée de souris qui est invalidée pour la formine 2, c'est un nucléateur du microfilament d'actine. Et si on regarde en fait des ovocytes à ce stade, donc c'est cette lignée, en fait, les ovocytes, bon, on a énormément travaillé dessus, on l'a hyper bien caractérisé. Les ovocytes n'ont absolument pas de filament d'actine dans leur cytoplasme, et pourtant ils conservent au stade cluster un Zolobody. Donc le maintien du Zolobody dépend des microtubules, mais ne dépend pas de l'actine. Et ça rappelle vraiment le corps de Balbiani, qui a été aussi montré, dont l'intégrité est aussi montrée dépendante des microtubules, mais pas de l'actine. Donc c'est assez marrant, ils ont des propriétés comparables. Et les microtubules sont aussi non seulement impliqués pour son maintien, mais aussi pour sa formation, puisque si on dépolymérise les microtubules avec du nocodazole, et qu'ensuite on enlève le nocodazole, on voit la reformation du Zolobody. Alors ça prend un certain temps, ça prend à peu près 5 heures sur cet exemple-là. Et progressivement, les microtubules se réassemblent et le Zolobody se reforme. Donc, maintien et formation du Zolobody dépendent des microtubules, mais pas de l'actine. Alors, quelle pourrait être une de ces fonctions ? Donc, je vous ai dit que c'était une structure qui était enrichie en ARN. Il y a des RNP, notamment des DX3X. Bon, je ne vous ai pas montré, mais on a pu le confirmer par immunofluorescence. Vous voyez aussi un construit exogène tagué GFP qui s'accumule dans le Zolobody. Donc, qu'en est-il des ARN ? Donc, Noémie a fait du RNA sec sur des ovocytes au stade Zolobody comparés aux ovocytes au stade après. Et donc, on a pu observer des gènes qui étaient down ou des gènes qui étaient up. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de marrant, c'est que dans les gènes qui sont uprégulés au stade Zolobody, on a beaucoup de GTPase, et notamment beaucoup de GTPase associés au cytosquelette, ce qui est d'une certaine manière consistant avec le fait qu'on a à ce stade vraiment énormément de remodelage du cytosquelette. Donc ça, c'était des travaux qu'on avait fait dans l'équipe précédemment. On voit aussi un enrichissement en hélicase, et ça c'est consistant avec nos données de mass-spec. Donc, on a des résultats de RNA-seq et de mass-spec assez consistants. Et puis aussi, ce que je trouve intéressant, mais bon, on ne va pas travailler là-dessus, mais ça peut être intéressant pour d'autres personnes, c'est qu'on a aussi beaucoup d'accumulation de répresseurs de transcription. Or, on sait que la transcription va s'arrêter dans les stades qui vont suivre. Voilà. Pour les gènes qui sont down, alors ça c'était un peu plus contre-intuitif, mais on a vu aussi un très fort enrichissement en gènes impliqués dans la traduction, et puis aussi dans les gènes qui constituent la mitochondrie. Alors peut-être que c'est parce que justement les protéines sont extrêmement traduites, et donc extrêmement... il y a une très forte utilisation de ces composants à ce stade, qui fait que finalement ces gènes se retrouvent un peu down au stade Zolobody. Bon, ça, c'est une hypothèse, mais on n'a pas pu la tester. Alors, on voudrait proposer l'hypothèse que le Zolobody, en fait, permet d'assurer une traduction localisée. Alors, quelles sont les évidences pour soutenir cette idée ? C'est que, d'une part, on peut détecter une forme active de mTOR, donc un phospho-mTOR qui s'accumule dans le Zolobody. Et vous savez que mTOR, la forme active, est très impliquée dans tout ce qui est croissance et traduction, régulation de la traduction. Et puis, de manière plus directe, on a pu mesurer la traduction des peptides naissants grâce un analogue de la puromycine fluorescente qu'on va chasser avec la puromycine froide. Donc on a une accumulation localisée, une traduction localisée qui s'accumule dans le Zolobody. Une autre manière un peu plus indirecte de montrer qu'on a probablement une forte traduction au stade Zolobody, c'est en mesurant la masse sèche des ovocytes. Alors la masse sèche d'une cellule, c'est principalement les protéines. Ça a été montré par Pierre Sens. Et on peut mesurer la masse sèche d'une cellule grâce à des caméras d'optique de phase. C'est une technique qui est non invasive et qu'on a mis au point, en fait, que Noémie a mis au point sur les ovocytes, et dont on veut se servir d'ailleurs maintenant pour essayer d'estimer la qualité ovocytaire. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'entre le stade Zolobody et les stades d'après, on a vraiment une augmentation très significative de la taille, et ensuite on a une forme de plateau. Et on a une augmentation très significative de la masse sèche entre ces deux stades. Ce qui fait que si on fait le rapport masse sèche sur volume, en fait,
l'augmentation significative de la masse sèche et donc de la quantité de protéines dans l'ovocyte permet de maintenir une densité qui ne va pas chuter. Or ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans des cellules en culture, mais aussi chez la levure, pour montrer que finalement, quand une cellule grandit, si on force sa croissance de manière un peu artificielle, on va diluer son cytoplasme. Mais si on dilue son cytoplasme, donc si on diminue sa densité, en fait, elle va entrer en sénescence. Donc ce qu'on voudrait proposer, c'est finalement avoir une traduction accélérée quand on a une croissance accélérée. Ça peut permettre de compenser finalement cette augmentation de volume et permettre de maintenir une densité élevée dans ces ovocytes et donc de permettre de maintenir leur potentiel développemental. Un peu en conclusion, première conclusion, on compare le Zolobody par rapport au Balbiani Body. Ce qui est très marrant, c'est que ces deux structures qui ont l'air d'avoir des composants très semblables, donc tous ces organelles que je vous ai décrits qui s'assemblent grâce aux microtubules. Donc c'est des structures homologues, mais qui semblent avoir une fonction un peu différente. Donc ça fait un peu penser aux membres chez les vertébrés, qui chez nous, nos bras, ils nous servent à prendre des choses, puis chez les chauves-souris, elles vont leur permettre de voler. Parce que finalement, le Balbiani Body a été plutôt impliqué dans la dormance, la protection des ARN messagers maternels, la protection des organelles, alors que nous, on veut proposer que le Zolobody, il est au contraire plutôt associé à un métabolisme actif et à une traduction active qui permet d'éviter la dilution du cytoplasme. Et puis, ce qu'il y a de marrant aussi, c'est que finalement, les deux structures ne semblent pas apparaître au même moment lors de l'ovogénèse. Il y en a une qui apparaît très précocement, donc le Balbiani Body en début d'ovogénèse dans les ovocytes primordiaux, puis une autre qui apparaît beaucoup plus tardivement, alors en fin de croissance. Ça peut être une bonne stratégie finalement de traduire beaucoup quand on finit la croissance et surtout quand la transcription va s'arrêter. Et peut-être que cette stratégie est conservée. Alors là, c'est vraiment des expériences très préliminaires faites en collaboration avec Elsa Labrune au HCL de Lyon. Où elle a regardé en fait des ovocytes issus de femmes, donc des stades antraux, mais les débuts des stades antraux, et elle peut observer aussi une accumulation locale de mitochondries apposées au noyau dans des ovocytes issus de femmes. Donc peut-être que cette structure a été conservée, en tout cas chez l'homme et chez la souris. Et voilà, et je crois que j'ai fini. Je remercie tout le monde et tous mes collaborateurs. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je suis sûre qu'il y aura plein de questions parce que c'est passionnant. Et donc, on va donner la parole au docteur Mehdi Bencheikh. C'est un plaisir d'introduire Mehdi, qui est donc médecin biologiste très engagé dans l'innovation, la recherche, l'intelligence artificielle depuis très longtemps et qui travaille donc à Lyon aux HCL. C'est le pôle femmes-mère-enfant, je crois. Je vais vous parler dans le cadre de cette session prédiction des chances d'implantation embryonnaire. C'est-à-dire, est-ce que la technologie peut remplacer Madame Irma? On en est là. Nouvelle technologie ne nous empêche pas de nous rappeler quand même les principes d'éthique. Que ce que nous faisons, ça doit être pour le bien du patient, bienfaisance, non malfaisance. Les deux ne sont pas antinomiques. On peut être malfaisant en voulant faire de la bienfaisance. L'un n'empêche pas l'autre. L'autonomie, plus ou moins facile d'accès. Et la justice. La justice, on a une petite définition. Traiter les patients de manière juste et équitable. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que les besoins doivent être répartis de manière équitablement entre tous les patients. C'est qu'un patient ne doit pas prendre toutes les ressources. Et ça, c'est très important. Et souvent, c'est oublié. Et ça, j'y tiens. Et donc, dans le cadre des nouvelles technologies, on est confronté à ces problématiques. Comment faire qu'un maximum de gens puissent bénéficier de ça? Et qui se dit prédiction, en l'ère actuelle, dit bien sûr l'utilisation des moyens de calcul, dont l'IA. Et ce n'est pas du tout éco-responsable. S'il y a quelque chose qui n'est pas éco-responsable, c'est bien l'IA. Ce n'est pas à cause que c'est virtuel que ça ne consomme rien. Il n'y a rien de plus polluant que l'IA. Gardons bien ça en tête. Donc, je vais vous parler de quelque chose qui fait comme si je partais en avion à Punta Cana. Mais heureusement, je fais du vélo et je plante des arbres. Et c'est vrai. Donc, qui dit IA dit les réseaux neuronaux. Réseaux neuronaux, ici nous voyons des ouvrages, des personnes. Nous avons Turing au centre, qui a permis de résoudre Enigma. Nous avons M. Chollet,
grenoblois qui a programmé un logiciel, une interface Keras, qu'on utilise énormément lorsqu'on fait de l'IA. Et je vous ai mis un joueur. Pourquoi un joueur? Parce que c'est grâce aux joueurs que l'IA a évolué. En effet, pour qu'on puisse jouer, il nous faut des cartes graphiques hyper efficaces. Et lorsqu'ont été développées ces cartes graphiques, ça a été dans les années 90, il y a eu les GPU. Ces GPU, en fait, il fallait qu'ils calculent des matrices et des images. Et en fait, lorsqu'on fait de l'IA, on ne fait que du calcul matriciel. Donc l'utilisation de ces GPU a permis de démocratiser l'IA pour le grand public. Donc, n'oublions pas les joueurs. Merci les joueurs. Ensuite, nous avons les techniques, d'autres techniques de calcul, qui est le machine learning. Là, c'est des modèles mathématiques. Et là, donc, toute une série d'ouvrages qui vous permettent de vous initier au machine learning si un jour vous avez un moment de déprime. Très intéressant, hein, j'adore. Mais je ne déprime pas. Alors, comment fonctionne une IA? Comment, en fait, on travaille? Nous avons des données, plein de données. Qu'allons-nous faire de ces données? Nous avons deux possibilités. Soit nous pouvons utiliser des modèles mathématiques. Ça va de la simple régression linéaire, que l'on voyait avant en troisième, qu'on voit après au lycée. Ensuite, nous avons des fonctions polynomiales, que nous voyons au lycée. Et enfin, le meilleur ami du médecin, la régression logistique. Avec ceci, nous allons pouvoir créer des modèles. Et le but de ces modèles, vous voyez, il y a des θ. C'est comment estimer ces θ. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait des réseaux neuronaux, nous avons des données qu'on envoie et on va simuler un neurone. Un neurone, vous vous souvenez, reçoit un signal et selon son signal, il va s'activer ou pas. Donc nous avons nos données. Nos données, nous allons les sommer. Nous avons donc une somme. Cette somme est envoyée à un neurone, à une fonction. Et selon ce qu'elle va activer ou pas. Donc la première fonction qu'on va utiliser, souvent, c'est une régression. On va faire un polynôme pour sommer les variables. Et ensuite, on va activer avec quoi? Souvent, c'est la fonction de la régression logistique qu'il y a derrière pour activer le neurone. Et ensuite, selon que le neurone est activé ou pas, il va activer le neurone suivant. Et le but d'un modèle, d'un réseau neuronal, c'est de calculer cet état. Ce n'est que ça. Après, on va compliquer. Mais la base du principe du neurone, c'est ça. Et on complexifie. Donc, il ne faut pas dissocier les modèles mathématiques. On en a toujours besoin. Ce n'est que du calcul. Une dernière chose. Prédire, ce n'est pas expliquer. Des modèles prédictifs ne sont pas systématiquement explicatifs. Un réseau neuronal prédit, mais n'explique pas. Pourquoi? C'est celui qui va s'implanter ou celui-là. Alors que si on utilise un modèle mathématique, on connaît les variables, on sait lesquelles sont les plus importantes, et on va donc pouvoir expliquer. Comment on procède? C'est toujours de la même manière. Nous avons des données. Ces données, on va les séparer en deux. Une première série de données va permettre de créer le modèle. On va donc essayer d'estimer les différents θ dont nous avons besoin. Et le θ, en fait, c'est le nombre, les milliards des modèles. Quand vous regardez les modèles, on vous dit c'est un modèle à 5 milliards, 6 milliards, 8 milliards, et ainsi de suite. Des nombres impressionnants. Eh bien, ce sont ces θ. Quels sont ces θ que nous avons été obligés d'estimer? Donc, vous imaginez bien que pour estimer ces θ, il faut beaucoup de données. Une fois que nous avons le modèle, on va pouvoir le comparer. La question, c'est est-ce que mon modèle a donné des bonnes valeurs? Et donc, pour pouvoir, on va lui donner un score. Donc, on va avoir plusieurs modèles, on va donner plusieurs scores. Ensuite, on va utiliser les données qu'on a mis de côté pour retester. Sur d'autres données, est-ce que le modèle est toujours aussi efficace? Et on va vérifier qu'il est toujours bien efficace. Et lorsqu'on lit des articles, souvent, vous avez le début, les données d'entraînement. Parfois, vous avez les modèles de set, mais rarement, vous avez les modèles en application réelle. Autre point qui pose problème lorsque l'on fait des modèles, on normalise les données. Un bien grand mot. C'est-à-dire que nos données, on va soustraire la moyenne et les diviser par l'écart type. C'est-à-dire qu'on crée un modèle avec une population. Et ces modèles sont valables que sur la population dont les données sont issues. Et c'est pour ça que lorsque vous prenez un modèle que vous appliquez sur une autre population pour laquelle il n'a pas été créé,
vous n'avez pas des bons résultats. Et vous dites, ce modèle est bon ou mauvais. Et souvent, s'il est mauvais. Ça vient de là. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a un modèle, il faut le recalibrer. Le recalibrer à chaque fois dans son centre. Comme quand on fait de la spectro, hein, on le fait tous. On fait de la spectro, qu'est-ce qu'on fait le matin? On allume la machine et on recalibre. Et bien pour les modèles, c'est la même chose. Il faut les recalibrer pour qu'ils soient adaptés à votre mode de fonctionnement. Alors, c'est bien beau. Comment sont construits les IA? Introduction. Maintenant, lorsqu'on prédit, on prédit pourquoi? Est-ce qu'on va prédire pour une population? Au sein de cette population, il y a tant de personnes pour qui une grossesse va aboutir. Ou est-ce qu'on va au niveau de l'individu? Faire de la médecine personnalisée. C'est la première question. Et c'est comment on a conçu ce modèle qui va permettre de répondre à cette question. Lorsqu'on parle à un individu, hein, elle ne veut pas savoir, est-ce qu'il y a 25%? Elle ne va pas partir avec 25% de grossesse. Est-ce que je vais tomber, moi, madame X, enceinte? Et est-ce que mon bébé va être bien? C'est ça la question qu'elle attend. Elle n'attend pas, dans votre cas, il y a 60% de cas, ainsi de suite. C'est ce qu'on répond la plupart du temps. Ensuite, l'AMP. L'AMP, comment ça se passe? Normalement, nous avons une receveuse, hein, la vieille dénomination, j'ai mis couple. Donc, la receveuse, toujours présente, où nous allons avoir des données. Un fournisseur de sperme, où nous aurons des données. Ensuite, nous allons avoir un traitement. Ce traitement va permettre d'avoir une cohorte d'embryons. Parmi cette cohorte, nous allons en choisir un ou deux que nous allons transférer. Soit c'est fait au village, la grossesse, la naissance, tout va bien. Soit malheureusement, c'est la chute. Je vous ai mis Mohamed Ali, j'aime bien, parce que c'est son super combat où il a chuté, on croyait qu'il allait perdre, et il s'est relevé, il a gagné. Et ensuite, on recommence. Donc, nous allons avoir plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs et une répétition. Et il faut tenir compte de ça. Et la question, c'est, est-ce que ces données sont liées ou pas? Est-ce qu'il y a indépendance ou pas de ces données dans le temps? Quel est l'intérêt? Alors, c'est un jeu de domino. Si on choisit le meilleur embryon, on va avoir la grossesse plus rapidement, la naissance. Si on a la naissance plus rapidement, la personne va aller mieux, moins triste, plus joyeuse, toujours ça de gagner, et en plus, ça coûtera moins cher. Donc nous avons le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Tout bénef, ça c'est quand on voit le côté positif. Ensuite, on peut voir l'autre versant. Si on était capable de prédire, n'oublions pas, on pourrait dire à une personne, je suis désolé, vu vos caractéristiques, nous sommes à moins de 1% de chance de réussite, vous allez nous coûter tant si on fait tant, on pourra estimer, et donc, on ne vous prend pas dans le programme. Si on a une vision purement économique. Et en plus, comme je vous expulse d'entrée de jeu, vous allez pleurer un bon coup, mais vous allez pouvoir partir ailleurs et faire autre chose beaucoup plus intéressante. Donc, on a ces différentes phases. Et chaque phase a ses avantages et inconvénients, sans être en opposition avec les principes d'éthique dont on a évoqué précédemment. Nous avons des données. Quelles sont les données que nous avons à disposition? Ça, vous connaissez. Nous avons les données issues du bilan féminin. Poids, taille, IMC, type testicle, les pathologies, bilan hormonal, de l'imagerie, le bilan du fournisseur de paillettes, de sperme, les mêmes. On peut aller plus loin parce que le sperme est plus facilement accessible, on peut rajouter des éléments. Nous allons avoir des données issues de la stimulation ovarienne, des données issues de la création de l'embryon. Et c'est avec toutes ces données qu'on peut déjà constituer un modèle. De plus, si on peut rajouter des données issues du time-lapse, qui va nous permettre d'avoir des données de l'embryon. Et là, vous voyez une erreur, je m'en suis rendu compte hier. Vous avez vu, l'embryon à 2 cellules se trouve en insémination, en T2. Et à T2, c'est l'insémination. J'ai inversé les images sans m'en rendre compte. Je suis désolé. Et donc, vous avez la morphologie et vous avez le temps où apparaît. Donc, ces données, on peut donc les utiliser. Et c'est avec toutes ces données que l'on va pouvoir créer des modèles de prédiction. Le modèle le plus simple, ce sont des arbres décisionnels. Pour créer des arbres décisionnels, il y a plein de principes. Le plus simple, un des plus utilisés, c'est ce qu'on appelle le random forest ou forêt aléatoire. Il crée des arbres et ensuite on fait des paris et on choisit le secteur qui va, l'arbre qui va être le plus prédictif. Et ainsi, vous voyez que selon des chemins, on arrive à prédire. Et selon le chemin, si vous avez ça, ça et ça,
vous avez tant de chances de grossesse, ça et ça, tant de chances de grossesse, et ainsi de suite. On arrive à dire dans quel groupe une patiente se situe. Et là, vous voyez qu'il n'était pas mauvais, hein. Une sensibilité bonne, la spécificité moyenne et une bonne aire sous la courbe. On considère qu'un modèle est correct lorsque l'aire sous la courbe est supérieure à 0,7. Mais il faut faire attention. Un cas de figure, c'est lorsqu'on veut prédire un événement rare. Un événement où qui a moins de 5% de se produire. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut avoir un modèle, on dit qu'il ne se produit jamais. En se disant qu'il ne se produit jamais, on va donc mettre 100%, on va donc avoir 95% de nos données qui vont être justes. Puisque nos 5% de faux, on les a perdus, mais ce n'est pas grave. Notre modèle aura prédit à 95%. Ensuite, ici, un autre modèle, basé que sur les événements de la cellule. Il n'avait donné aucune information sur son efficacité. Un autre modèle de prédiction où on a comparé l'embryologiste à l'IA. Et vous voyez qu'en fait, l'embryologiste n'est pas mauvais, mais il n'est pas spécifique, ce qui fait qu'il est moins efficace. Et là, c'était avec des images. Nous, notre expérience à Lyon, ce que j'ai voulu faire, c'est monter des réseaux, mais avec un minimum de données, et pas travailler en données massives. C'est choisir correctement mes données pour pouvoir prédire correctement. Et là, j'ai utilisé des modèles parce que je me suis dit qu'on avait une notion de temps. On avait les informations qui venaient les unes derrière les autres. Et c'était, est-ce que cette arrivée successive des événements était intéressante? J'ai donc d'abord fait simplement avec des données issues de l'embryon, morphokinétiques. C'était correct. Mais dès que j'ai rajouté des données biocliniques, le modèle est devenu beaucoup plus intéressant. Je gagnais jusqu'à 20%. Ce qui veut dire que plus on va rajouter des données, plus on va améliorer le modèle. Et donc, il faut prendre des données qui viennent de différents horizons pour bien balayer tout le paramètre et tout l'éventail de nos informations. C'est ce qui est illustré ici. Ainsi, lorsque l'on regarde l'évolution des modèles, nous voyons qu'on est parti des modèles simples. En 2015, des modèles régression avec des données simplement morphokinétiques. On avait 0,70. On a complexifié les modèles pour ensuite, là, regardez, actuellement, on a des AUC à 0,90. On commence à être pas mauvais. Par contre, ces modèles, grande quantité de données, complexité des calculs. Le futur, ça sera fusionner toutes les informations qui sont présentes dans nos bases de données, qui actuellement sont des bases mortes. On les utilise très peu. Là, c'est un exemple. Mais aïe, c'est périmé. On ne réfléchit plus de cette manière avec réseau de convolution, perceptron, LSTM, ça c'est fini. Maintenant, les nouveaux modèles, c'est ce qu'on appelle les modèles à fondation. Ces modèles à fondation sont basés sur les grands mélanges de tout. Ils sont très difficiles on ne peut plus les concevoir soi-même, mais permettent de faire beaucoup de choses. Et c'est là où on va actuellement. Donc, en conclusion, n'oublions pas qu'un embryon, c'est la rencontre de deux gamètes et d'un utérus qui l'implante. Et ainsi, nous, on s'est rendu compte que même si on avait des beaux blastocystes, 3AA, un blastocyste issu d'une femme de 40 ans n'avait rien à voir avec un blastocyste d'une femme de 30 ans. L'origine de cet embryon est primordiale. Et il n'a pas du tout les mêmes chances de s'implanter. Ensuite, lorsque l'on regarde les réseaux neuronaux, on voit qu'ils vont nous perdre, du moins la prédiction, permettent de maximiser les chances de transfert, les chances de grossesse. Il faut se baser sur les caractéristiques de l'embryon, qui actuellement sont limitées par la législation en vigueur et les éléments que nous avons, et qu'il va falloir, au fur et à mesure, adjoindre les nouvelles connaissances acquises, ce qui nous a été donné ce matin sur l'ovocyte, puisque j'ai dit que ce qui était important, c'était l'histoire de l'embryon. Donc tout ce qu'on va nous donner avant va être important. Quel était l'état du spermatozoïde, l'état de l'ovocyte? Et pour l'ovocyte, enfin, on va accéder à des données non destructrices, depuis le temps qu'on l'attendait. On est parti des modèles simples, régression, qui permettent de prédire. On est arrivé à des modèles des réseaux neuronaux. On va complexifier, on va faire des modèles réseaux neuronaux, machine learning. Et ce qui est important lorsqu'on crée un modèle, c'est la qualité des données. Quand les données sont mauvaises, le modèle sera mauvais. Ne nous l'aurons pas.
Quand vous avez des mauvais ingrédients, vous faites un mauvais gâteau. C'est exactement la même chose. Et ce qui est important aussi, c'est la qualité. Il ne sert à rien d'avoir beaucoup de données si ces données ne sont pas informatives. Et c'est là-dessus que je finis. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie vraiment toute l'équipe qui a participé à ce travail. Merci beaucoup, Mehdi. Ça marche? Oui. Et on va désormais passer la parole au docteur Marion Coville, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Poitiers. Merci Marion, et la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je viens d'une discipline un petit peu différente, puisque je suis effectivement docteur, mais docteur en sciences de l'information et de la communication. Je suis sociologue et plutôt spécialisée en fait sur les technologies numériques et notamment sur les enjeux liés au genre dans les usages des technologies numériques et leur conception. Je vais vous parler aujourd'hui des applications de suivi des cycles menstruels à partir d'une recherche qui est encore en cours, qui a été financée par l'Agence nationale de la recherche à partir de début 2024. Donc pour le coup, les recherches ne sont pas encore publiées. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les premiers résultats de recherche qui sont encore en train d'être analysés. Juste pour donner un petit peu de contexte, en fait, moi, je me suis intéressée aux applications de suivi des cycles menstruels à partir de 2018 en tant que patiente, quand j'ai été diagnostiquée d'endométriose, pour deux raisons. La première, c'est que avant d'être diagnostiquée d'endométriose, j'ai passé 16 ans à me plaindre de douleurs et où j'ai rencontré plusieurs gynécologues qui m'ont expliqué que j'étais douillette, que c'était dans ma tête. Et le jour où j'ai été prise au sérieux par ma gynécologue, c'est parce que j'ai commencé à utiliser une de ces applications et à noter consciencieusement toutes les données liées à mes douleurs et tous les effets que ça avait sur ma santé et sur ma vie quotidienne. Et le jour où je suis arrivée en consultation avec cette liste de données objectives, c'est le moment où on a déclenché le processus de diagnostic. La deuxième chose qui m'a marquée, c'est à partir du moment où j'ai été diagnostiquée d'endométriose, je me suis dit, tiens, je vais continuer à utiliser ces applications-là, cette fois pour essayer d'appréhender un peu le cycle de mes douleurs, parce que j'avais mal partout, mais j'avais mal différemment, à différents moments de mon cycle. Donc je me suis dit, peut-être que en prenant en compte les données liées à l'alimentation, liées à mon activité quotidienne, à la prise d'alcool ou des choses comme ça, peut-être que je vais réussir à identifier des éléments déclencheurs. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'avec l'endométriose, j'avais des cycles menstruels qui étaient particulièrement irréguliers et qui ne correspondaient pas au modèle du cycle menstruel de 28 jours. Parfois, je n'avais pas mes règles pendant 3 mois. Et en utilisant en fait les applications de suivi menstruel, je me suis aperçue que la manière dont mon corps fonctionnait n'était absolument pas prévue par les applications. Et donc, j'avais un tel agrégat de données que le modèle ne pouvait pas être utilisé pour comprendre ma vie quotidienne. Et en fait, les données étaient inutilisables. Et donc, en fait, c'est la première question qui m'est venue dans ma recherche, c'est de me demander finalement, ces applications, à quel point elles sont conçues pour tel fonctionnement hormonal, tel fonctionnement biologique, et en tant que patiente, à partir de quel moment mon expérience corporelle et le fonctionnement de mon corps ne rentrent plus dans les cadres prévus par les applications. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, quelques éléments de cadrage. Donc, mon projet de recherche s'appelle Menstrutech. Menstrutech, c'est un nom français qui a été forgé par une journaliste qui s'appelle Lucie Ronfaux, qui s'intéresse justement aux applications de suivi des cycles menstruels depuis un moment. Et donc, Menstrutech, ça définit les technologies numériques qui sont utilisées pour la gestion et la compréhension des menstruations. C'est plus large que la seule gestion de la fertilité, puisque en fait, quand on utilise une application de suivi des cycles menstruels, la donnée essentielle pour utiliser une application, c'est la date des règles. Et ensuite, à partir de là, les concepteurs vont développer d'autres fonctionnalités qui vont être l'aide à la conception, l'aide à la contraception, le suivi des relations sexuelles, le suivi de la vie quotidienne, le suivi du sport, le suivi d'une prise de contraception. Et les usagers et les usagères, surtout, vont aussi définir aussi leurs propres usages. Et on va voir qu'effectivement, la gestion de la fertilité, c'est un usage hyper important, mais c'est loin d'être le seul.
je ne vais pas passer trop de temps sur les modèles de prédiction de ces applications, mais simplement pour vous dire que la plupart de ces modèles de prédiction reposent sur des techniques de machine learning qu'on vient de voir et qui reposent en fait sur l'exploitation, notamment l'exploitation statistique de l'ensemble des données des utilisatrices pour, au fur et à mesure, construire un modèle de prédiction, donc notamment la prédiction de quand est-ce que vont arriver les prochaines règles, qui va dépendre aussi en fait du nombre de données qui sont récoltées, donc du nombre d'utilisatrices par application, et aussi de l'équipe qui conçoit l'application. C'est-à-dire qu'on a des applications qui sont aujourd'hui très connues, avec des départements de recherche en interne, mais sur les Google Play Store, par exemple, on va avoir 250 applications différentes. Certaines sont en fait juste créées par une personne, et derrière, vous avez un simple modèle statistique qui consiste à faire la moyenne sur les 3 derniers cycles et à donner à peu près comme ça une date. Donc, toutes les applications ne se valent pas en termes de qualité de prédiction et qualité des données. Comment est-ce que ces applications elles émergent? Ça, c'est intéressant surtout pour notre contexte. Ça émerge dans un domaine un peu plus large qui est celui du quantified self, donc c'est-à-dire le fait qu'avec le développement des smartphones, le fait que dans nos smartphones, on a des capteurs, des gyroscopes, des micros, en fait, on a accès à des technologies qui nous permettent en fait d'enregistrer les activités quotidiennes et donc de mettre en chiffres nos activités quotidiennes. C'est le cas par exemple du podomètre. Hier, moi j'ai fait 12 000 pas, je le sais, grâce à mon téléphone. Les Menstrutech, c'est le même principe. En revanche, on n'utilise pas directement le gyroscope de son téléphone. En fait, ça repose toujours sur le travail de l'utilisatrice qui va observer son corps et qui va ensuite inscrire dans une application les différentes données sur la date de ses règles, la qualité des glaires cervicales, est-ce qu'il y a eu des douleurs, est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels, etc. Deuxième chose importante, c'est le développement d'un écosystème plus large depuis le début des années 2010, qui est appelé l'écosystème des Femtech, qui va en fait englober l'ensemble des technologies numériques et des innovations techniques pour la santé des femmes. Et le dernier contexte qui est très important, notamment en France, pour comprendre l'émergence des applications de suivi des cycles menstruels, c'est les controverses et la crise de confiance envers la pilule contraceptive. Puisque au début des années 2010, les statistiques du point de vue en fait, en France de l'utilisation des méthodes de contraception, la pilule contraceptive était vraiment l'usage majoritaire. On était à plus de 50% d'utilisation de la pilule dans le cas d'une contraception. La dernière enquête de 2023 sur les contextes et sexualités des Français, elle indique que la pilule a chuté à 26% des moyens de contraception. Concrètement, ça fait qu'on a des femmes qui ont arrêté la pilule ou qui aujourd'hui choisissent de ne pas passer par la pilule contraceptive et qui donc vont avoir des cycles menstruels qui ne sont plus régulés par la pilule contraceptive et qui donc à ce moment-là vont redécouvrir un cycle menstruel qui est parfois irrégulier, avec des règles abondantes qui peuvent être douloureuses, et donc elles vont se reporter vers une application pour essayer de comprendre un petit peu les cycles menstruels sans pilule et essayer d'appréhender un petit peu quelque chose qu'elles redécouvrent ou qui semble irrégulier. Et donc, moi, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Alors, on a des applications qui vont promettre aux femmes de mieux connaître leur corps et d'apprendre à gérer leur fertilité. Ces applications, elles vont être plébiscitées par les femmes qui vont les utiliser en masse pour faire sens de leurs sensations corporelles et de leur menstruation et de leur fertilité. Mais en même temps, ces applications, elles sont produites par des entreprises. C'est des entreprises commerciales qui ont besoin d'un modèle économique pour survivre. Et en fait, on est dans une situation où les femmes qui utilisent ces applications, elles vont les utiliser en produisant des données et ce sont ces données qui vont leur permettre de produire de la connaissance sur leur corps et qui vont leur permettre d'orienter leurs décisions de santé et de fertilité. Et en même temps, ces mêmes données, elles sont aussi au centre des modèles économiques des entreprises pour leur production de valeur. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que le seul modèle économique qui existe, ce sont des entreprises qui conçoivent des applications et qui revendent ensuite les données? Non.
Il y a eu effectivement des cas de controverse, notamment aux États-Unis, je reviendrai dessus, avec une revente des données des utilisatrices. Mais quand on dit que les données des femmes et des utilisatrices, elles sont au cœur des modèles économiques, en fait, c'est plus large. Par exemple, on va avoir une entreprise comme Clou qui va proposer aux utilisatrices un abonnement freemium. C'est-à-dire vous pouvez utiliser l'application gratuitement, mais si vous payez un abonnement, qui est un abonnement mensuel ou annuel, alors on va vous promettre des prédictions plus précises. On va vous promettre une analyse plus précise de vos données et donc on va vous proposer des recommandations qui sont personnalisées. Là, effectivement, les données, elles sont au cœur du modèle économique puisque c'est grâce aux données personnelles enregistrées par les femmes qu'on va individualiser les conseils. Autre possibilité, qui est aussi par exemple le cas de Clou, mais d'autres entreprises, ça va être des contrats passés avec des universités et des laboratoires de recherche pour accéder directement, par exemple, aux datasets qui sont possédés par les entreprises et qui vont avoir parfois 500 000 utilisatrices. Donc, je vous laisse imaginer en fait, le dataset de 500 000 utilisatrices qui renseignent tout sur leur cycle menstruel depuis des années, ou aussi qui vont proposer à des chercheurs et des chercheuses d'avoir accès au vivier d'utilisatrices pour mener des enquêtes. Par exemple, des enquêtes par questionnaire où on va pouvoir avoir comme pool d'enquêter les 500 000 utilisatrices d'une application. Et donc, moi, ce qui m'a intéressée, en fait, et ça, c'est le projet ANR Menstrutech, c'est de m'intéresser à tout cet écosystème. Parce que jusque-là, en fait, on a un petit peu d'enquête sur les usagères, mais on n'a pas d'enquête sur les concepteurs de ces applications, sur les entreprises, et on n'a pas d'enquête non plus sur les chercheurs qui passent des contrats avec ces entreprises pour comprendre, en fait, quels sont quel est le type de savoir scientifique qu'on peut produire à partir de ces données. Donc, étant donné que c'est une recherche en cours, j'ai plutôt choisi de sélectionner quelques résultats qu'on est en train d'identifier et de vous en parler en me disant que c'est peut-être des résultats qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous ai dit, à partir de 2024, on a eu un financement ANR, ce qui veut dire que j'ai pu enfin avoir une postdoctorante et ne plus être toute seule sur mon projet de recherche. Mais en gros, moi, je m'y intéresse depuis 2018. Donc, depuis 2018, j'ai déjà travaillé sur la question, j'ai bossé avec des usagères, j'ai aussi dirigé des mémoires de recherche sur ces questions-là. Donc, j'avais déjà en fait pas mal de recherches sur les utilisatrices qui ont été produites entre 2018 et 2024. Nous, actuellement, depuis 2024, donc il y a Gabrielle Lavenir, qui est postdoctorante en sociologie, qui m'a rejoint. On a mené donc des terrains plus précis. J'ai déjà d'abord fait des terrains sur les entrepreneuses françaises qui sont dans l'écosystème des Femtech. Et là, ce qu'on a fait depuis novembre dernier, c'est qu'on a mené donc 31 entretiens avec des chercheurs, notamment dans les domaines de la biomédecine, qui travaillent avec les datasets des applications. Et on a mené 19 entretiens avec des personnes qui conçoivent ces applications. Donc soit directement des designers, des développeurs, des concepteurs, soit des personnes qui sont plutôt en lien direct avec les usagers, donc au niveau du service client, au niveau de tout ce qui va être UX design, donc design de l'expérience utilisateur. Et à côté de ça, actuellement, on travaille aussi avec des soignants et des soignantes et avec des spécialistes de l'éducation et de la prévention en santé sexuelle pour mieux comprendre en fait leurs besoins et comment est-ce qu'ils se situent dans leur relation avec des patientes ou avec des adolescents et des adolescentes sur cette question justement des menstrutech. Le premier résultat, c'est celui sur les usages et les usagères. Puisque en fait, jusqu'ici, ce qu'on savait des usages, en fait, ce n'était pas les usages effectifs des usagères, mais c'était plutôt comment les concepteurs faisaient la pub de leur application, en disant « Regardez, ça, c'est toutes les données qu'on peut enregistrer. » Oui, mais concrètement, ce n'est pas parce qu'on peut les enregistrer que les utilisatrices, elles décident de donner leurs données. En fait, on a identifié, donc c'est à partir d'un petit échantillon, c'est plutôt, là c'est à partir d'un questionnaire où il y a eu 1500 répondantes et où on a fait une trentaine d'entretiens. Ça reste un petit échantillon. On a identifié deux manières d'utiliser ces applications qui sont deux manières de mobiliser des données pour faire sens de son corps. La première manière, ça va être plutôt une logique stratégique. Donc on est vraiment sur un usage gestionnaire de l'application. Généralement, ce sont des femmes qui vont avoir un usage très minime de l'application mensuelle où on va donner la date de ses règles
Et ce qu'on attend en priorité, c'est d'utiliser cette application pour avoir une notification sur quand est-ce que mes prochaines règles vont arriver, et parfois aussi être intéressé sur quelle est à peu près la période de l'ovulation. Généralement, ces personnes-là, elles vont utiliser les applications vraiment pour leur fonction de prédiction. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir prédire le futur et mes futurs événements corporels, mes futures menstruations. Dans l'idée, notamment, de pouvoir un peu gérer sa vie en fonction, justement, de ces menstruations. Et puis, il y a la logique exploratoire. La logique exploratoire, c'est ce que je vous ai raconté au début quand je disais, voilà, j'étais atteinte d'endométriose, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. La logique exploratoire, elle va plutôt arriver chez les femmes qui ont des symptômes douloureux, qui ont parfois des maladies chroniques comme l'endométriose qui sont identifiées, mais pas forcément, qui ont vraiment ces symptômes douloureux qu'elles n'arrivent pas à expliquer, ou en tout cas, elles n'arrivent pas à identifier les déclencheurs. Et où là, on va avoir des usages beaucoup plus intensifs de l'application, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on cherche. On sait qu'on a mal, mais en fait, ce qu'on veut, c'est essayer d'identifier les déclencheurs de ces douleurs. Donc là, on va être vraiment sur un usage quotidien où on va essayer de remplir peut-être l'alimentation, peut-être les rapports sexuels, peut-être l'activité physique, peut-être la consommation d'alcool, pour essayer d'identifier soi-même des corrélations. Dans ce cadre-là, en fait, ce n'est pas les fonctions prédictives de l'application qui intéressent les utilisatrices, c'est les fonctions de collecte, d'archives et de sauvegarde. C'est la possibilité en fait, de naviguer dans les cycles menstruels précédents pour visualiser les données des cycles et pour essayer d'identifier des patterns ou des corrélations. Deuxième petit résultat, c'est comment est-ce que ces applications elles sont utilisées dans la relation entre médecins et patientes. Alors, j'insiste là-dessus, ça c'est les résultats que j'ai à partir des entretiens avec des patientes. On est en train maintenant de mener des recherches, notamment avec une étudiante sage-femme qui, par exemple, va faire un mémoire sur la place de ces applications dans les consultations chez les sages-femmes en libéral. On est aussi en train de faire des entretiens avec des médecins généralistes, pour essayer justement de comprendre en fait comment est-ce que eux aussi ils utilisent ou est-ce qu'ils reçoivent, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça. Donc généralement, ce qu'on va retrouver, ce sont des patientes qui vont utiliser ces applications dans les rendez-vous, avec généralement ce témoignage de « moi, en fait, quand je viens chez le médecin avec les données de mon application, j'ai l'impression que comme ça, je n'ai pas juste un sentiment général à exprimer, mais j'ai des données concrètes par rapport à mon cycle ». Donc ça peut faire un support de discussion. Elles ont aussi l'impression qu'en utilisant une application qui leur permet de renseigner l'alimentation, la sexualité, elles ont l'impression d'avoir un rapport aussi plus global à leur santé. Plusieurs me disent, moi en fait, quand j'utilise cette application-là, j'ai l'impression de ne pas juste être un utérus, mais en fait, j'ai à nouveau une globalité. J'ai un sentiment de cohérence au niveau de mon corps et de ma vie. Et la dernière chose, c'est ce que je vous ai expliqué en introduction, c'est que ces applications vont aussi être utilisées quand la relation entre médecin et patiente est dégradée et où la patiente ne se sent pas écoutée, ne se sent pas accompagnée, et donc va se reporter sur une application pour renseigner les données qu'elle n'arrive pas à faire passer dans la consultation. Donc là, on va passer plutôt au rôle des menstrutech dans la recherche biomédicale. Là, pour l'instant, j'ai assez peu de résultats très synthétiques à donner parce que c'est une recherche en cours et on a rendez-vous la semaine prochaine pour faire une analyse lexicométrique de tous nos entretiens. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que dans toutes les publications qu'on a étudiées qui mentionnent l'accès aux datasets, sans grande surprise, les disciplines les plus représentées, c'est la gynécologie et l'épidémiologie. Et les sujets de recherche, c'est l'étude de la variation des cycles, notamment essayer de tester, voire de remettre en cause le modèle des 28 jours, et la question des règles douloureuses. Mais ça va au-delà. Par exemple, vous avez le travail du docteur Alverne sur les effets du Covid-19 sur les cycles menstruels, qui est un travail qui a été fait en utilisant les datasets issus de l'entreprise Clou et de l'application Clou. Clou revient énormément dans les travaux entre recherche biomédicale et entreprise.
Et je le vois aussi en tant que chercheuse en sociologie, Clou, c'est l'entreprise qui nous accueille le plus à bras ouverts, qui accepte de faire des entretiens avec nous et qui accepte de collaborer avec nous. Ensuite, on est plutôt sur des applications qui vont apparaître une fois. Et il y a aussi des grands absents, alors que ça fait partie des usages majoritaires chez les utilisatrices. Apple Health et Flow sont quasiment absents de l'échantillon qu'on a collecté sur la recherche biomédicale. Quand on interroge les scientifiques sur leur usage de ces datasets, alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'ils nous parlent vraiment d'un sentiment d'isolement, parce que le travail sur les menstruations et la recherche sur les menstruations est très peu financé, et que en fait, là, ça leur permet d'avoir accès à des données auxquelles ils n'ont pas forcément accès autrement. Et pour eux, c'est non seulement une nouvelle source de données, mais c'est aussi une nouvelle méthode. Et c'est une nouvelle méthode que généralement, ils vont juger moins intrusive et qui va permettre aussi d'avoir des variables plus diverses. Je ne vais pas avoir le temps de revenir là-dessus, mais en discussion, on pourra continuer. En fait, les datasets, ils ne sont pas non plus magiques. C'est des datasets qui sont fouillis, qu'il faut nettoyer, qui ne répondent pas à toutes les questions. Dernier point, et j'arrêterai là quand même, il y a toujours la question des risques. Je ne vais pas revenir sur tous les risques, parce qu'il y en a qui sont un peu soit évidents, soit liés à tous les usages des technologies numériques, notamment le fait que des entreprises du numérique font de l'argent avec nos données personnelles, les exploitent pour le ciblage publicitaire. Il y a des applications comme Clou qui, par exemple, refusent l'exploitation commerciale des données des utilisatrices et qui ne les utilisent que dans le cas de la recherche. Je veux juste faire un point sur les données risquées où l'avortement est criminalisé. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, on a des associations anti-avortement qui financent déjà des centres de santé qui sont en fait des centres anti-avortement qui diffusent de la désinformation sur les méthodes contraceptives, qui aujourd'hui financent des applications de suivi menstruel. L'application FEM, F-E-2-M, est une application qui est financée par des groupes anti-avortement et qui diffuse des fausses informations sur la pilule, en la présentant comme quelque chose qui rend les femmes malades. L'application 28, donc 28, est une application qui est largement financée par Peter Thiel, qui est l'un des financeurs et des entrepreneurs en technologie d'extrême droite aux États-Unis. En Grande-Bretagne, là, la loi vient d'être changée en juillet 2025, mais ces 4 dernières années, en Grande-Bretagne, la police a cherché à saisir les données des applications de suivi menstruel pour pouvoir poursuivre des femmes suspectées d'avoir avorté après le délai légal de 24 semaines. Et c'est-à-dire qu'ils sont allés les chercher jusque dans les hôpitaux où elles avaient fait des fausses couches, par exemple, pour aller chercher leur téléphone, pour aller chercher leur ordinateur, pour saisir les données, pour voir si elles pouvaient être ensuite poursuivies pour avortement illégal. Donc, l'un des points qui me semble aujourd'hui le plus important aussi à regarder, ce n'est pas seulement les risques liés aux applications, mais c'est aussi les législations dans nos pays et ce qu'on permet ou non vis-à-vis du suivi des femmes et de leur poursuite dans certains cas juridiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marion. Je vous propose qu'on débute les échanges. Est-ce que vous avez spécifiquement des questions sur l'une ou l'autre des présentations ? Oui, il y a une question. Je ne suis pas du tout dans le domaine médical, association collective BMP, et je voudrais m'adresser à Dr Mehdi Benchaïb au sujet des prédictions que vous pourriez éventuellement donner au niveau individuel. Qu'est-ce qu'aujourd'hui peut être fait au niveau des patientes qui sont en parcours d'AMP dans les chances de prédiction au niveau individuel? On a parlé de la différence entre groupe et individuel. Oui. Alors, je peux parler de notre expérience, et de ce que nous, on a fait dans notre service. On a monté nos propres modèles. Et en fait, c'est vrai que sur une cohorte d'embryons, je suis capable, le modèle me dit, voici les embryons qui sont le plus de chances à transférer. Et, il me les groupe, il me met un petit tag. Il dit, voici, c'est là, en transférant ces embryons, qu'on donne le plus de chances à la patiente. Et c'est vrai que j'ai testé pour voir. Je n'ai pas choisi. En fait, on voit qu'on n'est pas mauvais, les biologistes, dans l'ensemble. Avec l'expérience, on retombe sur nos pieds. À un moment, on choisit les mêmes. Et j'avais regardé si c'était les mêmes et quelles étaient les chances de grossesse. On arrivait bien. On n'est pas mauvais.
Donc c'est la différence, hein. On n'est pas dysfonctionnel, hein, comme a dit votre responsable hier. Hein. C'était dur pas à écouter. Hein. Non, on fait avec ce qu'on a et on essaye de le faire bien. Et c'est-à-dire que on arrive à augmenter, à ne pas faire que si on fait une tentative, on la fait dans les meilleures conditions possibles. Et en termes de communication, est-ce que vous pouvez donner comme information aux... Pour l'instant, j'ai fait que pour tester, D'accord, que parce pour tester. que ça me met du temps. Et après, mon espoir, c'est que ces modèles soient intégrés dans les bases de données, hein, dans les logiciels, hein, qui nous permettent pour que, les centres puissent les calibrer avec leurs propres données et l'utiliser pour une aide. Hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. On est devant 2 embryons, des fois, on n'a pas le choix. Hein. On dit, quel est le moins pire ? Et juste pour rebondir, parce qu'on est dans une session, on a parlé de démarche translationnelle. Et pourquoi ne pas évaluer ce dispositif? D'ailleurs, ça doit être un dispositif médical. Il me semble qu'il doit avoir ce type de... Enfin, c'est une autre discussion. Mais ce score, pour moi, il est un dispositif médical à travers un PHRC national, par exemple, où cette démarche serait faite, comme tu viens de le dire, dans différents centres. Et on pourrait comparer à la fin tous les items que tu as cités, depuis la qualité de vie, c'est-à-dire finalement le côté émotion de la femme, jusqu'au côté économique. Et pourquoi finalement on ne se lance pas dans cette évaluation prospective et randomisée, c'est-à-dire un groupe avec et l'autre sans? Le temps. Le temps. Parce que c'est soit je suis à la paillasse, soit je suis à l'ordinateur, et l'hôpital veut que je sois à la paillasse. Il y a d'autres questions? Pardon. Vas-y, Anne-Claire. Oui, bonjour à tous. Merci Mehdi pour cette intervention et pour l'ensemble des interventions très intéressantes. Moi, c'est Mathilde Beillet de l'Agence de biomédecine. Et j'avais une question qui rebondit sur la dernière intervention. Vous nous avez dit que pour valider ces modèles mathématiques de prédiction, il fallait donc 2 étapes. La première étape, on construit le modèle. Après, on le vérifie sur une population type. Mais après, il y a quand même le côté de le faire en prospectif. Et donc, je m'adresse à vous là pour savoir, est-ce qu'il y a des publications qui ont fait ce modèle prospectif? Parce que ça soulève aussi des questions éthiques aussi. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est si évident que ça de justement mener cette analyse prospective où là, on joue quand même sur aussi des patientes qui ont un nombre limité de chances, de tentatives, etc. Et puis, dans ma question aussi plus large, là, on parle que de l'embryon à la fin, alors qu'on a vu qu'au début, il y avait plein de facteurs. Est-ce que c'est pas en amont qu'on pourrait aussi faire des prédictions, mieux orienter les patientes lors de leur cycle, etc., lors de leur stimulation, vraiment aller encore plus loin dans la médecine personnalisée et peut-être modifier aussi le nombre d'embryons à transférer en fonction de l'âge, etc. Je sais qu'il y a des choses encore à faire, comme on l'a dit hier, etc. Merci. On a essayé. Hein. J'avais même à un moment, je m'étais dit, est-ce que je peux, sur l'embryon, partir du time-lapse, dès le début, à partir des 3 premiers jours, est-ce que j'étais capable de prédire dès le début, hein, c'est comme ça qu'on nous l'avait vendu. Grâce au time-lapse, vous allez avoir des images et vous allez pouvoir sélectionner dès les 3 premiers jours l'embryon. Donc j'avais construit des modèles pour essayer de prédire. J'étais fier, hein, c'est des beaux modèles mathématiques. Ça prédisait une bonne prédiction des embryons évolutifs, mais pas de ceux qui allaient s'implanter. Et j'avais même essayé de complexifier le modèle en me disant que le temps joue, la technique évolue au cours du temps. Donc j'avais fait que le modèle réapprenait au fur et à mesure du temps, il recalculait cet état. Et donc il se remettait à jour toutes les semaines. Et j'avais remarqué qu'il ne fallait pas prendre toutes les données, par exemple. Les données trop anciennes perturbaient le modèle, l'appauvrissait. Après, je me suis dit, est-ce que je peux faire des prédictions à partir des données initiales, de l'état T0 du bilan? Et donc, j'avais construit un score. Et ce score était intéressant. Hein. Il donnait déjà des prédictions. On voyait, on pouvait classer les femmes en sous-groupes. Et en fait, on reste dans la théorie des ensembles. Hein.
Ce n'est que de l'ensemble. Lorsqu'on fait de la médecine personnalisée, c'est un ensemble constitué d'une personne. C'est un singleton. Donc, en fait, on réduit la taille. Mais, c'est ce que j'avais dit au début, à un moment, ce ne sont que des modèles. Et tous les modèles sont faux. Et est-ce que je vais prendre ce modèle pour dire à une femme à quel moment je dois dire vous êtes dans le groupe où c'est mal barré, je m'arrête. Et justement, un peu pour rebondir sur cette question et en lien avec la présentation de Marion, je me demandais si des applications de suivi post-AMP qui prendraient en compte tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire les événements autour, et simplement pas la simple arrivée des règles, mais peut-être aussi les larmes, d'autres éléments du suivi de la femme permettraient peut-être de nourrir les algorithmes pour pouvoir avoir cette vision globale dont vous parliez sur le suivi des femmes. Est-ce que vous pensez qu'une application de ce genre en post-AMP pourrait être utile pour aider à la décision en prenant en compte ce qui est relayé par les associations, c'est-à-dire le vécu difficile, et pour permettre un parcours de soins optimisé? Ça commence effectivement à se développer. Il y a une dizaine d'années, on va dire, on était plutôt sur des applications qui cherchaient à être homologuées comme des dispositifs de contraception. Bon, certaines se sont retrouvées avec des procès pour grossesse non désirée, donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus, un petit peu moins tendance, on va dire. Mais effectivement, il y a certaines applications qui commencent à se développer vraiment sur ce suivi-là. Mais pour le coup, on ne va pas être sur des applications grand public de suivi des cycles menstruels qui vont proposer ça, mais on va plutôt être sur des entreprises et des startups qui vont se développer spécifiquement sur le suivi et l'accompagnement des PMA, par exemple. À ma connaissance, il faudrait regarder si ces dernières années, il y en a qui se sont créées. Celle que j'ai en tête, par exemple, est plutôt sur l'aide à l'organisation des rendez-vous et l'aide à la communication entre les médecins pendant le processus de PMA. Mais au niveau vraiment de la récolte de données, je ne sais pas si des startups se sont déjà développées sur cette question. Il y en a beaucoup. J'ai ma casquette Femtech France et en effet, c'est un sujet qui est bien sûr d'actualité. Une petite question pour Marie-Léane, et puis après, j'ai vu qu'il y avait une question dans la salle. On entend la passion, en fait, quand on écoute l'histoire du corps de Zolo, de Noémie. Et j'imagine, vous l'avez bien dit, qu'il y a des applications qui peuvent être envisagées. Je suppose que vous y avez déjà réfléchi. Oui, effectivement. Bon, là, finalement c'est quelque chose de nouveau. Il faut qu'on caractérise mieux sa fonction. Il faut qu'on démontre aussi sa fonction. Mais notamment sur la mesure de masse sèche, qui finalement est une mesure de la quantité de réserve et qui est un chiffre, en fait, c'est quantitatif. On est en collaboration avec Xavier Paulet-Villard, qui a une clinique d'AMP, un centre d'AMP à Orléans. Et justement, on voudrait essayer de faire la même chose sur des ovocytes humains et des ovules pour essayer de quantifier la qualité, en fait. C'est ça l'idée. Une des idées, parce qu'on a d'autres idées aussi. Il n'y a pas que la quantité de protéines, il y a aussi toute l'architecture de la cellule. Et donc, nous, on a fait beaucoup d'AI, mais d'AI plus de l'AI sur des critères morphologiques. Donc, de l'AI où on comprend en fait ce qu'il y a dans le réseau neuronal, dans le réseau de neurones, et notamment avec Xavier, on avait utilisé l'AI pour montrer qu'il y avait certains ovocytes qui se développaient en faisant des contractions et qui ressemblaient à un modèle murin qu'on avait développé au laboratoire, et on avait montré que chez la souris, en tout cas, ça impactait toute l'architecture des organelles. Et le développement embryonnaire, sans doute. Et sans doute le développement embryonnaire, oui, parce que chez la souris, oui, c'est des modèles de souris infertiles. Et donc, on veut aussi essayer de développer des AI pour reconnaître les organelles, en fait, à partir d'images en lumière transmises. Donc, on voudrait combiner qualité et quantité, en fait.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une dernière question dans la salle. Et après, vous pourrez bien sûr... Deux dernières questions. On pourra continuer à discuter en dehors. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Alice Haribo. Je vous remercie pour la qualité de ces interventions. J'avais deux questions à Madame Coville et Monsieur Benchaïb. Madame Coville, est-ce que vous avez des éléments sur une exploitation commerciale? Je pensais par les laboratoires pharmaceutiques ou les laboratoires de compléments alimentaires pour développer des offres autour du syndrome prémenstruel. Il me semble qu'à un moment, il avait été question de l'intégrer dans le DSM, dans le DSM 4 ou 5 des pathologies, des troubles psychiatriques, ou est-ce qu'il y a une exploitation que vous avez pu identifier jusque-là? Dans l'échantillon de chercheurs qu'on a étudié, effectivement, le syndrome prémenstruel ne revient pas comme faisant partie des choses qui sont étudiées. Le problème, c'est que quand quelque chose ne revient pas, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'y a pas de recherche dessus, parce qu'elle n'a pas encore été publiée, ou, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, en fait, les entreprises qui disposent de ces datasets, elles sélectionnent aussi certains projets de recherche et pas d'autres, en fonction de la disponibilité des données, en fonction de l'exploitation statistique possible des données. Donc, à ma connaissance, pas de publication qui exploite les datasets, mais peut-être effectivement des travaux avec les laboratoires qui simplement ne sont pas publiés et donc je ne peux pas en avoir connaissance, ou alors des données qui ne sont pas jugées suffisamment exploitables pour être confiées à des chercheurs sur ce sujet. Merci. Juste une question courte parce qu'il faut qu'on vous présente les posters. Très courte. Vous avez présenté un modèle très intéressant qui se base effectivement sur les caractéristiques de l'embryon, de l'ovocyte. Est-ce que vous avez un projet ou une idée de développer quelque chose de semblable sur les caractéristiques de l'utérus au moment de l'implantation ? En fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir justement de l'imagerie de l'utérus, pour pouvoir intégrer une nouvelle information provenant de cette imagerie pour l'intégrer. C'est quand je vous ai dit que le but, après, ça serait d'intégrer toutes les informations à disposition dans un modèle global. Et ça rentrerait là-dedans. Mais ça veut dire des moyens et du temps. Les moyens, on arrive à se débrouiller. Ce qui nous manque, le nerf de la guerre, c'est le temps. Merci beaucoup, Mehdi. Désolée d'interrompre un peu brutalement ces échanges. J'espère qu'ils vous auront permis de voir que, comme disait Mehdi, prédire n'est pas comprendre et que comprendre en sciences fondamentales reste un enjeu et un enjeu majeur d'intérêt. On va passer à la présentation des posters, au sujet desquels on vous en demandera de voter en fin de session. Et le premier poster va être présenté par le docteur Julie Fiscus, qui va vous parler d'identification de biomarqueurs de qualité ovocytaire. Donc vous avez pour ce faire 180 secondes, soit 3 minutes. Oui, je vous remercie de me laisser présenter mes travaux aujourd'hui. Donc en 3 minutes, je vais essayer de faire rapide. Je me suis intéressée donc à l'identification de biomarqueurs de qualité ovocytaire par des techniques de métabolomique dans le liquide folliculaire des patientes infertiles. Donc, comme on l'a déjà dit, la qualité ovocytaire, c'est un des enjeux clés du succès de la fécondation in vitro. Il a été montré que des altérations qualitatives et quantitatives du métabolome dans le liquide folliculaire pourraient jouer sur la qualité ovocytaire. Donc, dans notre étude, 62 patientes ont été prises en charge pour lesquelles on a ponctionné un follicule. Le liquide folliculaire a été analysé en métabolomique par spectrométrie RMN et l'ovocyte était suivi donc pour son devenir. Un ovocyte était dit mature s'il avait expulsé son globule polaire et ensuite il était dit compétent si après fécondation il avait la capacité de donner un blastocyste après 5 jours de culture. On a pu identifier 46 métabolites et les quantifier.
Et on a pu en mettre en évidence des biomarqueurs qu'on appelle universels, puisqu'on a été capable de discriminer des ovocytes, par exemple, matures et immatures grâce aux métabolites. Par exemple, on a montré qu'on avait une concentration en méthylmalonate ou en pyruvate qui était inversement corrélée à la maturité ovocytaire, ou par exemple une augmentation de la concentration en tryptophane ou en glutamine qui était corrélée à la maturité ovocytaire. On s'est ensuite intéressé à savoir s'il y avait un impact des causes de l'infertilité sur la signature métabolique. Et donc là, je vous présente donc quelques résultats. Et on a montré par exemple qu'on avait une concentration en aspartate qui était significativement moins importante pour des ovocytes qui étaient dans le liquide folliculaire, des ovocytes qui étaient compétents dans notre population contrôle. Par ailleurs, par exemple, chez les patientes endométriosiques, on avait également une diminution de la concentration en thréonine dans le liquide folliculaire pour des ovocytes qui étaient compétents. Donc cette étude a permis de mettre en évidence l'impact que pourrait avoir la métabolomique dans le liquide folliculaire pour déterminer des marqueurs non invasifs de qualité ovocytaire et d'avoir par exemple la capacité d'améliorer nos conditions de culture ou la sélection des ovocytes dans le but d'améliorer les tentatives de fécondation in vitro. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole au docteur Margot Gégaden, qui va vous parler de l'induction de l'ovulation par ablation ovarienne par voie vaginale éco-guidée chez des patientes atteintes de SOPK. Donc, c'est une nouvelle technique de drilling ovarien. C'est un processus qui a été créé et qui ressemble en fait à une ponction ovocytaire. Le but étant de sortir les patientes du bloc opératoire et que le drilling soit fait par les médecins de l'AMP. Donc, le drilling ovarien, c'est un traitement de seconde ligne pour les patientes qui présentent un syndrome des ovaires polykystiques, qui sont dysovulatoires et donc ont une infertilité. Donc, le but du drilling, c'est de détruire 5 à 10% du cortex ovarien pour restaurer des ovulations spontanées. Actuellement, ça se fait par célioscopie, sous anesthésie générale, au bloc, avec un arrêt de travail de 7 à 10 jours. Vous faites des petits trous sur les ovaires et vous avez quand même un risque de douleur et d'adhérence post-opératoire. Donc, le but, c'est avec notre nouvelle méthode, d'avoir un seul point de ponction et d'avoir le même résultat. Donc pour vous montrer un peu comment ça se passe, on a créé une aiguille en fait pour pouvoir ponctionner l'ovaire et dedans on a une électrode qui va diffuser de la radiofréquence. On a un fixateur d'aiguille pour pouvoir travailler en sécurité, pour pas que l'électrode bouge pendant le geste, une protection, un guide classique comme une ponction ovocytaire. La patiente est sous anesthésie locale. Là c'est le système de fixation d'aiguille. Vous déployez l'électrode, vous la rétractez, et vous reculez votre aiguille, exactement comme une ponction ovocytaire. Donc c'est un bloc paracervical, vous faites 4 injections de lidocaïne aux 4 cadrans du col, c'est absolument pas douloureux. Souvent, on met un casque de réalité virtuelle pour que les patientes s'évadent un petit peu. La procédure, elle dure 15 à 20 minutes. On va commencer par un repérage échographique de l'ovaire qui va nous permettre de calculer son volume et de calculer le nombre d'ablations qu'on fait par ovaire. En moyenne, c'est entre 6 et 10. On va introduire l'aiguille dans l'ovaire, la fixer, pour travailler toujours en sécurité. Vous voyez à l'échographie. On va alors déployer l'électrode et puis on va actionner la radiofréquence. Chaque ablation dure environ 60 secondes et on voit à l'écho l'apparition de grains hyperéchogènes qui montrent la destruction de l'ovaire. Donc la première étude, elle s'appelle Ultra, elle a duré 12 mois. Le but était de montrer à la fois la sûreté et la faisabilité. On a une faisabilité qui est à 100%, la sécurité à 30 jours post-opératoire est extrêmement rassurante. Et quand on regarde l'efficacité, on a les mêmes résultats qu'un drilling classique avec un taux cumulé d'ovulation de 77% et un taux de grossesse à 46%. Là, on est en cours, on a une étude randomisée pour comparer le drilling ovarien classique célioscopique et cette nouvelle technologie. Pour montrer l'efficacité. Actuellement, elle n'est que aux États-Unis parce qu'ils ont eu le marqueur FDA avant le marquage CE. Mais normalement, je devrais continuer l'étude à partir de janvier. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les orateurs. Merci à celles qui ont présenté les posters. On espère que cette session vous aura permis de vous enrichir et bonne continuation à tous.